Le lait maternel, le plus ancien aliment naturel du monde, est un véritable chef-d'œuvre de l'évolution. Malgré toutes les avancées scientifiques, aucun produit synthétique n'est à ce jour en mesure de le remplacer. Cette voix off énonce ce fait comme une évidence. Et pourtant, lorsque j'étais enceinte, je ne pensais pas qu'il y avait une si grande différence entre le lait humain et la préparation pour nourrissons. Pour moi, si la majorité des enfants étaient nourris au biberon, c'était forcément parce que les deux produits étaient à peu près équivalents. Je savais qu'il y avait une plus-value à donner le sein, mais je ne savais pas à quel point. Je n'avais donc pas choisi d'allaiter pour les bienfaits que le lait maternel a sur l'enfant. Mais c'est pour cette raison que j'ai continué à allaiter et surtout que j'ai tenu le coup malgré les épreuves qui auraient pu mettre à mal mon allaitement. Je n'avais pas besoin d'avoir lu des choses sur l'allaitement pour penser que le meilleur lait pour un bébé est celui de sa mère. Malgré le fait que moins de la moitié des mères en France allaitent plus d'1 mois, il est maintenant communément admis qu'allaiter, c'est bien. Comme le disait Sarah dans le premier épisode de tes témoignages, après, je respecte tout à fait celles qui ne le font pas, parce bien que sûr. voilà, mais pas parce que c'est pas bon pour l'enfant. Enfin, moi, je voudrais pas entendre ça. Cette reconnaissance de l'allaitement maternel comme étant supérieur à l'allaitement au biberon est le résultat d'un long travail des institutions et d'associations comme l'UNICEF, l'OMS, la Leche League, etc. Mais pourquoi autant d'efforts pour faire reconnaître les bienfaits du lait humain ? En quoi l'allaitement au sein est-il meilleur que celui au biberon ? Y a-t-il une si grande différence ? J'entends souvent des gens ayant été élevés au biberon dire « n'en suis pas mort ». Est-ce un argument valable si l'on vise le bien-être et non pas uniquement la survie ? Dans cet épisode, nous allons d'abord parler de la composition du lait maternel par rapport à celle de la préparation pour nourrissons. Nous verrons ensuite ce que nous disent les études sur les avantages de l'allaitement sur le nourrisson et sur son développement. Enfin, nous essaierons de déterminer où s'arrêtent les avantages et en quoi certains bienfaits sont peut-être surévalués. Bienvenue dans la Voie lactée 2, le lait maternel, une potion magique ? Bien que le premier lait artificiel pour nourrissons date de 1865, il existe toujours de grandes différences de composition entre le lait artificiel et le lait maternel. La première différence notable est pour moi la qualité des acides gras. Vous savez sûrement que les acides gras polyinsaturés, ou AGPI, sont des acides gras très importants pour le corps humain. Ces AGPI ont un rôle important dans la structure de la membrane cellulaire, dans la transcription génétique et sont essentiels au développement du cortex cérébral. La différence entre les acides gras du lait maternel et ceux du lait artificiel est que ceux du premier se présentent principalement sous la forme d'AGPI, alors que pour la préparation pour nourrissons, leur majorité est constituée d'acides gras saturés ou AGS, naturellement très présents dans le lait de vache. Là où les AGPI ont un rôle important pour la maturation du cerveau, les AGS ont surtout pour rôle de faire grossir, puisque les veaux ont besoin d'une croissance rapide. Lorsqu'on superpose les courbes pour nourrissons allaités au sein et les courbes pour ceux allaités au biberon, on remarque que les bébés nourris à la préparation pour nourrissons pèsent en moyenne plus lourd que ceux nourris au lait maternel. Pour être un peu plus précise sur les acides gras polyinsaturés du lait maternel, ils se divisent en plusieurs catégories, notamment les AGPI à longue chaîne qui sont très importants dans le développement du système nerveux, puisqu'ils augmentent la fluidité des membranes neuronales. La deuxième grande différence de composition entre le lait artificiel et le lait maternel est la concentration en minéraux. Il y a moins de minéraux dans le lait humain, car la concentration en minéraux est adaptée à la capacité d'élimination du bébé. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi les bébés allaités ont en général moins de sel que les bébés au biberon. Une partie des minéraux de la préparation pour nourrissons finirait dans la couche. Nul besoin donc de supplémentation si vous allaitez votre bébé, sauf pour ce qui est de la vitamine D et de la vitamine K. Dans nos régions froides et avec notre mode de vie casanier, nous sommes beaucoup à être carencés en vitamine D. C'est pourquoi le lait artificiel est souvent enrichi en vitamine D. Il faut donc bien donner ses gouttes à bébé, surtout s'il est allaité au sein. Pour ce qui est de la vitamine K, des études ont montré que cette supplémentation faisait grandement baisser les cas d'hémorragie intracrânienne du nourrisson. C'est pourquoi les fabricants en mettent dans le lait en poudre et que les mamans qui allaitent leur bébé repartent avec une ordonnance de vitamine K. Les protéines du lait maternel sont très diversifiées. Elles se présentent sous plus de 900 types. Les plus importantes sont certainement les immunoglobulines A, qui ont un rôle majeur dans la protection contre les bactéries en agissant comme leurre.
Les bactéries se fixent aux IgA qui finissent dans les selles au lieu de s'attaquer à l'organisme. Ces IgA font partie de la famille des anticorps, ce qui nous permet d'aborder le sujet que tout le monde attend, la question des anticorps. Lorsqu'on pense lait maternel, on pense souvent en premier à ces fameux anticorps, si importants pour la protection du petit bébé qui vient de naître. La supériorité du lait maternel en termes d'anticorps est si connue que c'est certainement l'information qui fait le plus de mal aux mamans qui choisissent le biberon. T'as pas allaité ? Et les anticorps ? Voilà ce qu'une maman qui a donné du lait artificiel à son enfant dès la naissance peut entendre d'un entourage maladroitement culpabilisateur. Évidemment, je ne vais pas donner tort à ces personnes sur le fond. Le lait maternel est en effet le plus riche en anticorps si on le compare au lait artificiel à base de lait de vache ou de lait de chèvre. Cette richesse s'explique notamment par l'adaptabilité du lait de la mère, qui change de composition en fonction des besoins du nourrisson et des agents pathogènes rencontrés. Si la maman est en contact avec des bactéries ou des virus du rhume, de la grippe, de la bronchiolite, etc., la maman va développer des anticorps qui seront transmis au bébé par le lait. Une étude de 2015 montre même que la salive du bébé permet une meilleure sélection des bactéries pour absorber les bonnes et rejeter les mauvaises. Cela corrobore une étude de 2012 qui démontre que la flore intestinale des bébés allaités au sein est plus efficace, car colonisée par plus de bonnes bactéries que celle des bébés allaités au lait artificiel. Claude Suzanne Didier-Jean Jouveau, animatrice de la Leche League, dont elle fut la présidente dans les années 90, explique le fonctionnement du lait maternel décrit par Jack Newman. Le lait maternel empêche les microbes de passer, les affame ou leur tombe dessus. Et la plupart du temps, il fait tout ça à la fois. Grâce à ces anticorps, le bébé allaité au sein va en général tomber moins souvent et moins gravement malade que ses congénères allaités au biberon. On note principalement la grande diminution des cas de bronchiolite chez les nourrissons allaités au sein. Cette maladie est l'une des infections virales hivernales les plus fréquentes et spectaculaires chez les enfants de 0 à 2 ans. Tout cela ne veut pas dire qu'un enfant nourri au biberon ne développera pas d'anticorps. Il mettra seulement plus de temps que ses congénères au sein, car il devra les produire lui-même, sans l'aide du lait de sa mère. Il tombera donc plus facilement malade au début de sa vie, le temps de construire sa propre immunité. Par chance, nous faisons partie d'une des rares espèces à pouvoir survivre sans le colostrum de notre mère. Ce n'est pas le cas des veaux par exemple, mais l'idée est de sortir de l'idée de survie et d'aller plus loin en pensant à ce qui peut adoucir la vie des nourrissons. Il me semble cependant important de dire que tout n'est pas qu'une histoire de lait. L'allaitement conduit beaucoup de mamans à reprendre le travail moins tôt que leurs homologues qui donnent le biberon, et le fait de ne pas fréquenter un lieu de garde permet de limiter les contacts avec les éléments pathogènes. La fin du congé maternité en France coïncide malheureusement avec la baisse des immunoglobulines G chez le nourrisson, c'est-à-dire une baisse des défenses immunitaires données par la mère pendant la grossesse. Les enfants entrent donc en contact avec beaucoup d'éléments pathogènes alors qu'ils sont affaiblis au niveau immunitaire. En France, les mamans allaitantes sont plus souvent des femmes qui viennent de milieux plus aisés. C'est pourquoi elles peuvent se permettre d'arrêter de travailler plus longtemps. Ce seront des personnes qui pourront aussi éviter les endroits les plus à risque, comme le métro ou le tramway par exemple, car ayant plus de chances de posséder une voiture et ou de résider en campagne. Certains risques sont d'ailleurs diminués aussi lorsque l'allaitement n'est pas exclusif, c'est-à-dire lorsque l'on donne occasionnellement des biberons de préparation pour nourrissons en dehors des tétées au sein. N'importe quel degré d'allaitement est donc bénéfique pour un bébé. En ce moment, les anticorps du lait maternel, ça nous intéresse pas mal avec l'épidémie de coronavirus qui nous est tombée dessus. D'après Jack Newman, pédiatre canadien spécialiste de la médecine de l'allaitement maternel, il n'y a aucune raison d'arrêter d'allaiter à cause du Covid, bien au contraire. Si elles ont peur que leur bébé tombe malade, ou qu'elles-mêmes tombent malades et qu'elles passent l'infection bébé, ce n'est pas le moment d'arrêter d'allaiter. L'allaitement diminue le risque pour le bébé de tomber malade. Évidemment, on ne peut jamais être protégé à 100%, mais le bébé a beaucoup moins de chances d'être malade s'il est allaité. Une grande partie de l'effet de l'allaitement est de donner au bébé des facteurs d'immunité. Pas seulement des anticorps. Il y a des dizaines, voire des centaines de facteurs d'immunité dans le lait maternel qui aident à protéger les bébés contre les infections. Les recommandations de l'ARS Île-de-France ainsi que de l'OMS sont de continuer à allaiter, même en cas d'infection de la mère par le SARS-CoV-2.
le rapport bénéfice-risque est largement en faveur de l'allaitement. Si les hôpitaux veulent protéger les bébés, s'ils veulent protéger les mères, ils devraient vraiment suivre les recommandations de l'OMS. Si la mère est infectée par le virus, pourquoi ne devrait-elle pas protéger son bébé? L'allaitement est la méthode parfaite pour protéger son bébé. Nous avons vu que le lait maternel protège l'organisme et lui permet d'être moins facilement infecté. C'est donc un grand allié de la prévention des maladies, mais il peut aussi être un vrai plus quand bébé est malade et ou fragile. L'aliment privilégié des prématurés est d'ailleurs le lait maternel, notamment parce qu'il réduit considérablement les risques d'entérocolite nécrosante. L'intestin d'un nouveau-né est un organe extrêmement fragile. Voilà pourquoi les services de néonatologie redoutent la fameuse entérocolite nécrosante, une nécrose de la muqueuse intestinale. Tania Restin, pédiatre à Zurich, a déjà été plusieurs fois confrontée à cette dangereuse pathologie. La plupart des prématurés atteints de cette maladie présentent des résidus gastriques parfois verdâtres, ce qui indique qu'ils ne parviennent plus à digérer correctement le lait. Leur ventre se dilate et peut être le siège d'une inflammation. Les nourrissons se tordent tellement de douleur qu'ils ne supportent même pas qu'on les touche. Nous avons ici à gauche l'examen radiographique d'un prématuré qui présente une répartition normale des gaz intestinaux. Sur l'image de droite, on peut voir l'abdomen dilaté d'un nourrisson parsemé de poches d'air, ce qui indique la présence d'air dans la paroi intestinale. Ici, nous avons un cas très grave. On voit que l'ensemble de l'intestin est blanc alors qu'il devrait être rose, signe d'une bonne irrigation. Une grande partie de l'intestin de ce nourrisson est nécrosée et il est malheureusement impossible de procéder à l'ablation d'un segment d'une telle longueur. On ne peut malheureusement plus rien faire pour l'enfant. Dans la maternité où a été réalisé ce reportage, il n'y a plus de cas d'entérocolite nécrosante depuis que les prématurés sont nourris avec du lait maternel. Le lait humain est aussi mieux digéré par le nourrisson. Il a donc moins de risques de régurgiter ou d'avoir des diarrhées, ce qui peut beaucoup affaiblir, voire être fatal pour des êtres aussi fragiles. D'après le Dr Jack Newman, des molécules présentes dans le lait maternel empêchent les microbes de se fixer dans le lait et bloquent aussi leur accès aux sels minéraux et aux vitamines, ce qui limite leur développement. Certaines cellules vont même jusqu'à attaquer ces microbes ou à stimuler les réactions immunitaires du bébé. Ce processus va de pair avec ce qu'on appelle le cycle entéro-mammaire. Ce nom barbare désigne la capacité du lait maternel à fabriquer des anticorps lorsque la maman est en contact avec un agent pathogène donné, et ainsi à protéger son bébé. L'allaitement au sein permet donc, en plus de tomber moins malade, de récupérer plus facilement. En plus de cela, l'enfant allaité profite du réconfort apporté par la tétée, ce qui le pousse à boire plus souvent le lait de sa mère et donc lui permet d'être plus protégé et d'avoir plus d'apports caloriques. Certains enfants qui mangent du solide depuis longtemps sont incapables de manger quoi que ce soit lorsqu'ils tombent malades. Ça a été le cas de ma fille lorsqu'elle avait attrapé la grippe par exemple. L'allaitement leur permet de se nourrir sans pour autant aggraver leur possible diarrhée, comme le ferait une préparation pour nourrissons. Le risque de déshydratation est donc moins élevé. De plus, s'il présente des vomissements, le lait maternel étant digéré en 20 minutes environ, l'enfant aura absorbé une bonne partie des nutriments avant de le rejeter. Certaines conditions imposent quasiment l'allaitement maternel. C'est le cas du RGO, reflux gastro-œsophagien, qui est aggravé par l'alimentation à la préparation pour nourrissons. On note une diminution des crises de reflux lorsque bébé est nourri au sein. De plus, certaines études montrent que 50% des RGO seraient dus à une intolérance aux protéines de lait de vache. Il avait un RGO, donc il a été au CHU et tout machin, et tout le monde disait oui, tu mets du lait plus épais, ça va passer, machin et tout, ce qui est absolument pas forcément vrai, parce que c'est pas forcément plus digérable et que du coup les reflux sont vachement acides aussi. Pour ce qui est des maladies chroniques, comme l'insuffisance rénale, les pathologies cardiaques congénitales ou la mucoviscidose par exemple, l'allaitement au sein permet d'améliorer la qualité de vie des enfants malades, notamment parce que leur organisme se fatigue moins à combattre d'autres infections. Ces enfants malades peuvent subir des soins et des examens douloureux. L'allaitement peut alors être un puissant allié puisque l'action de téter ainsi que le fait d'être contre sa maman, elle-même détendue par le fait de donner le sein,
permet à l'enfant de se relaxer. La tétée provoque chez la mère et l'enfant la création d'endorphines qui permettent de se détendre et d'atténuer les douleurs. C'est pour cela qu'après une tétée, il est plus facile de s'endormir. Mettre l'enfant au sein est une méthode que l'on peut utiliser lorsqu'il se fait vacciner ou qu'on lui fait le fameux test de Guthrie à la maternité, celui où on pique le pied du nourrisson pour en imprégner un buvard. En ce qui concerne l'effet antidouleur de la tétée, Claude témoigne dans Allaiter aujourd'hui numéro 88. Notre médecin généraliste, proche de la soixantaine et pas plus pro-allaitement que ça, est tombé à la renverse quand il a vu que Nathan ne mouftait pas lors des vaccins et qu'au contraire, il souriait. L'allaitement est fortement recommandé parce que c'est l'aliment naturel du nouveau-né et du nourrisson. Il a de nombreux effets bénéfiques sur la santé du nouveau-né et de sa maman. Pour le nouveau-né, en fait, à court terme, il assure une croissance et un développement adéquats. Il diminue le risque et retarde surtout le risque des infections ORL, gastro-entériques et pulmonaires. Il a des effets à long terme en diminuant le risque d'hypertension, de diabète de type 1 et de type 2 et de risque d'obésité. Il a un effet relationnel majeur sur la proximité qu'il entraîne avec sa maman. Pour ce qui est des effets sur le long terme, de bonnes études montrent en effet un taux de cholestérol et de diabète plus bas chez les adultes ayant été allaités. Il semblerait aussi que l'allaitement ait un impact sur l'apparition de l'asthme, de la maladie cœliaque ou du syndrome du côlon irritable. Beaucoup d'études montrent qu'il y aurait un lien entre la durée d'allaitement et la diminution des risques d'obésité. Mais je pense qu'on peut à nouveau parler des facteurs socio-économiques, puisque l'on sait que les personnes issues de classes populaires ont plus de risques de développer un surpoids que les individus de classes plus aisées par exemple. Les causes de l'obésité sont très difficiles à repérer car elles sont toujours multifactorielles. Sur le long terme, il n'est pas si aisé de déterminer si l'allaitement a un réel impact sur le surpoids car il y a beaucoup de facteurs de confusion. Et les études ne sont pas forcément faciles à mener dans des conditions limitant les risques de perturbation de l'étude comme le double aveugle. Je suis cependant persuadée qu'il y a des conséquences bénéfiques de l'allaitement sur le long terme. Par exemple, il me semble logique que si, grâce aux anticorps du lait maternel, on tombe moins malade pendant l'enfance, on se développe mieux et on devient un adulte en meilleure forme. La diminution du risque d'otite serait d'ailleurs possiblement liée à une meilleure audition chez l'adulte. En ce qui concerne les effets à long terme, je tiens à parler de l'impact de l'allaitement maternel sur l'intelligence. Certaines études auraient mis en relation un QI plus élevé avec un allaitement exclusif plus long, mais il existe beaucoup de facteurs confondants, comme l'intelligence et le niveau social des parents, ainsi que la qualité de l'environnement dans lequel grandit l'enfant. Après toutes ces belles paroles sur la supériorité du lait maternel face à la préparation pour nourrissons, comment ne pas penser que c'est une potion magique, la panacée à tous les problèmes de nos enfants. Les discours sur les bienfaits de l'allaitement, surtout sur les anticorps contenus dans le lait humain, ont malgré eux entraîné certaines dérives. Voilà par exemple à peu près ce qu'on peut lire dans un témoignage tiré du numéro 74 de la revue Allaiter aujourd'hui. Ma puce de 3 ans et demi, qui n'a jamais été malade, se plaint régulièrement de fatigue, attrape rhume sur rhume, a un comportement plus que maussade, dort mal malgré le fait qu'elle dort auprès de nous. De plus, elle ne mange plus trop et commence à faire, et ce pendant une semaine, de la fièvre allant jusqu'à 40 degrés et demi la nuit, avec des périodes de délire, de frissons. Il s'avère que ma fille fait une mononucléose infectieuse. Après 2 jours de prise d'antibiotiques pour suspicion d'otite et de bronchite, j'arrête, car cela ne fait pas baisser la fièvre, et elle est toujours aussi fatiguée. Elle est faible, ne mange plus, ne veut plus rien avaler. À ce moment-là, au fond de moi, je sens que si je lui donne mon lait, ça lui fera du bien. Je tire du lait et le propose à ma puce. Elle passa enfin une nuit sans fièvre, sans cris, sans pleurs. À partir de ce moment-là, elle récupère super vite de sa mononucléose. Je sais qu'il n'a pas uniquement un effet placebo, même si je la sens rassurée sur l'amour que je lui porte grâce à ce lait tiré tous les soirs. En aucun cas, boire du lait maternel ne dispense de prendre des antibiotiques prescrits par un médecin. Le lait maternel n'est pas un remède contre tous les maux, comme la panakeia grecque qui a donné le mot panacée. Il n'est pas à confondre avec un médicament. Bien que, comme nous l'avons vu, le lait humain diminue les risques d'être infecté par certaines pathologies, il n'élimine pas ces risques. Il peut réduire le temps de convalescence, mais les anticorps présents dans le lait ne peuvent pas combattre d'infections graves. Surtout que les anticorps du lait maternel sont surtout présents sous la forme d'IgA, qui disparaissent au bout d'environ 2 heures. Un verre de lait de maman tous les soirs n'aurait donc pas une grande incidence. Il faudrait en boire très régulièrement, comme le fait un bébé allaité.
Il existe aussi une croyance sur le fait que l'allaitement maternel dispenserait de faire vacciner son enfant, ce qui est absolument faux. Voilà ce que Michel Simès nous dit sur la vaccination et l'allaitement. Mais revenons à nos croyances. L'une des plus répandues consiste à dire qu'à partir du moment où une femme allaite son enfant, elle lui transmet ses anticorps et qu'en conséquence, le bébé n'a pas besoin d'être vacciné. C'est évidemment une fumisterie. Attention, je ne dis pas que l'allaitement ne sert à rien, au contraire. L'allaitement est bon pour la santé de l'enfant et d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé le conseille. Mais faire croire que l'allaitement protège durablement contre le tétanos, la polio, la diphtérie ou la coqueluche et quelques autres maladies, c'est se moquer du monde. En revanche, il arrive quand même que la mère transmette une forme d'immunité au nourrisson. Bien sûr que cette transmission existe, mais primo, elle se fait moins par l'allaitement que par le placenta, ça c'est pendant la grossesse. Secondo, il faut que la mère soit elle-même bien protégée, donc avec des vaccins à jour. Tertio, ses effets sont limités dans le temps. Il faut savoir que très rapidement, la protection diminue. Mais tous ceux qui défendent la vaccination le disent, le reconnaissent et en tiennent compte. Prenez le cas du vaccin ROR, qui protège contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Eh bien, on dit toujours aux parents de ne pas faire vacciner les nouveau-nés avant 12 mois, parce que la première année, le vaccin n'a pas d'intérêt. Les nourrissons sont protégés par l'immunité héritée de la maman. Mais au-delà, la protection, c'est le vaccin et rien d'autre. Le lait humain est extraordinaire et sa fabrication, son fonctionnement et ses propriétés ne cessent de m'étonner. Les chercheurs ont même découvert la protéine Hamlet, présente dans le lait maternel et qui pourrait être une piste pour guérir certains cancers. Je n'ai pas eu le temps d'aborder les intérêts psychologiques de l'allaitement, liés notamment aux hormones déployées lors de la lactation, mais aussi au contact fréquent rendu obligatoire par l'allaitement. Je n'ai pas non plus parlé de l'intérêt pour la maman d'allaiter, puisqu'allaiter ferait diminuer les risques de développer un cancer du sein, par exemple. Mais nous pourrons parler de cela dans un prochain épisode. Nous sommes à la fin de ce 2e épisode de La Voie lactée et je dois vous dire que lors de l'écriture qui m'a pris énormément de temps, j'avais peur de culpabiliser les mamans qui choisissent de nourrir leur enfant avec des préparations pour nourrissons. Si vous êtes dans ce cas, sachez que ce n'était pas du tout mon but. Le problème, c'est qu'à force de se censurer pour ne pas heurter les mamans qui font le choix du biberon, on les prive d'informations précieuses qui leur permettraient de faire un choix éclairé. Il est important que les mamans qui choisissent le biberon le fassent en conscience et non par défaut d'information. L'allaitement, comme toute chose, doit être choisi et non subi. Il doit être choisi après une information claire, complète et objective. L'aliment le plus adapté pour un nouveau-né est le lait de sa mère. Tout nous pousse à le croire, surtout lorsque ce dernier est fragilisé. En lisant toutes ces études, j'ai compris pourquoi certains ou certaines peuvent parler du risque du biberon et non des bienfaits de l'allaitement, comme le fait Claude Suzanne Didier Jean Jouveau dans son livre « Allaiter, c'est bon pour la santé ». Lorsque je parle d'allaitement à des personnes qui viennent de familles qui nourrissent leur enfant exclusivement avec des préparations pour nourrissons, on me dit parfois « j'ai été nourri au biberon, je n'en suis pas mort ». Outre le fait que ce n'est pas un argument recevable en lui-même, la personne n'en est pas morte, mais a couru plus de risques qu'un bébé allaité au sein. Une étude du Lancet de 2003 a démontré que si 90% des mères allaitaient leur enfant pendant 6 mois, cela pourrait prévenir la mort d'1,3 million d'enfants par an. Un article de la revue américaine Pediatrics de 2004 explique que 21% des décès de bébés américains entre 1 mois et 1 an de vie pourraient être évités si les enfants avaient été allaités, peu importe la durée. Ce qui revient à dire que 21% des morts d'enfants états-uniens de moins de 1 an pourraient être imputés aux préparations pour nourrissons. Cependant, il me semble indispensable de prendre énormément de précautions lorsque l'on parle des risques du biberon directement à une mère qui alimente son enfant avec du lait artificiel. Il faut à tout prix éviter de rejeter la faute sur elle, notamment parce que, pour moi, nous ne choisissons pas vraiment le biberon en France en 2021. Le biberon nous est présenté comme le choix par défaut. Il est beaucoup plus montré dans les médias. Il est conseillé par beaucoup de médecins dès que le moindre pépin d'allaitement survient. Et surtout, la plupart des Françaises n'ont connu que le biberon dans leur famille. Docteur Virginie Rigaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre en néonatologie à l'hôpital Necker Enfants Malades et responsable du lactarium régional d'Île-de-France. Comment expliquer que l'allaitement maternel soit en déclin dans de nombreux pays ? Alors l'allaitement maternel est probablement en déclin dans certains pays, lié un petit peu à la conjoncture sociale, au fait que les femmes se trouvent finalement souvent
mal entourée, puisqu'on n'a plus de tantes, de mères, de cousines qui allaitaient. Et du coup, elle se trouve face à plein de petits problèmes autour de l'allaitement maternel qui vont démarrer parfois dès la première heure de l'allaitement maternel. On peut avoir une crevasse au bout de quelques heures. Et surtout, elles ne vont pas avoir de réponse à ces questions. Et elles vont rapidement arrêter par épuisement, par fatigue, par douleur ou par... simplement le fait qu'elles vont avoir dans la même journée plusieurs discours autour d'un même problème et ne pas savoir quelle réponse adéquate choisir. Et donc souvent, du coup, les mamans tentent, essayent et puis finalement interrompent très rapidement leur allaitement maternel. L'allaitement ne doit pas non plus servir de nouvelle injonction qui pèse sur la maternité, qui sont tellement contradictoires que toutes les mères finissent par se sentir mauvaises, comme le dit le collectif Parentalité Féministe dans sa tribune du Monde de mai 2018. De plus, même si elles savent que le lait maternel est meilleur, elles peuvent être découragées par des discours médicaux qui font paraître l'allaitement comme difficile, mais aussi par les témoignages de femmes qui ont vécu un enfer avec leur allaitement, faute d'avoir été assez suivies. Et ce sont ces témoignages que l'on entend le plus souvent, car ce sont elles qui ont le plus besoin de parler. Et c'est bien normal. Il est donc important d'insister sur la valeur de l'allaitement maternel. Car quel serait l'intérêt de changer les habitudes familiales, de se battre contre les idées reçues des uns et des autres, si l'allaitement maternel n'avait presque aucune plus-value ? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'interventions de maman cette fois-ci, mais plutôt des morceaux de reportage. Toutes les sources sont en description. N'hésitez pas à aller les consulter. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, mais c'est sur Instagram que je suis la plus active. Si vous souhaitez que je devienne votre doula et que je vous accompagne pendant et après votre grossesse, en présentiel ou à distance, ou si vous souhaitez prendre des cours de portage, jetez un coup d'œil à mon site www.lavoilacteedoula.fr. Si vous voulez me soutenir financièrement pour améliorer la qualité de mes productions, mon lien Tipeee est en description. J'en profite aussi pour remercier Adrien Vey et Ophélie Daéron pour avoir bien voulu prêter leur jolie voix. Merci aussi à Héloïse Fleur, qui est le seul témoignage présent dans cet épisode. Vous retrouverez prochainement la version complète dans le témoignage suivant. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit, et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de La Voie lactée.